RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. C'est De quoi je mail, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech du week-end avec, pour ce De quoi je mail tout à l'heure, la révélation d'une boîte dédiée à l'audio français, 100% française, que vous connaissez peut-être pas beaucoup. Il s'agit de Divacor. Divacor, qui est une société qui fabrique des casques, des enceintes Bluetooth et des produits assez intéressants. Je recevrai le fondateur donc de Divacor tout à l'heure. On découvrira comment on fabrique en France un casque audio. Et puis on essaiera aussi de comprendre à quoi ressemblera peut-être le casque audio Bluetooth de demain. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que De quoi je mail, c'est aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mail comme chaque week-end. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail en audio, vous le savez, sur rmc.fr, sur l'appli RMC, le dimanche matin donc à la radio, et puis vous le savez aussi en vidéo sur YouTube, sur 01nettv.com et sur les box depuis quelques semaines, où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, merci de nous suivre en tout cas. Et on commence par le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est fidèle au poste. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François. Bonjour journaliste à 01net.com et... ça faisait un moment qu'il n'était pas là. Quel plaisir de retrouver Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Ça va François. On va commenter ensemble l'actu tech de cette semaine. On va parler de Samsung, de son Z Flip. On va parler de l'iPhone, du coronavirus. On va commencer par peut-être la grosse révolution qui va peut-être révolutionner l'Internet dans les prochaines années. C'est l'Internet par satellite. Oui. Jean-Sébastien, des projets se concrétisent. Et on va en parler maintenant. Oui, se concrétise notamment avec Starlink. Starlink qui est une société qui appartient à Elon Musk. Vous connaissez certainement Elon Musk pour Tesla, pour un bon nombre de projets, notamment SpaceX aussi, ses fusées. Et il se sert justement de ces fusées SpaceX pour lancer sa constellation de satellites Starlink qui permettront donc de se connecter à Internet où qu'on soit sur le globe. Ça a été le 5e lancement cette semaine de la société et qui a lancé 60 satellites d'un coup. Donc il y a désormais 300 satellites Starlink qui sont à 550 km au-dessus de nos têtes. Et c'est pas fini, parce que Elon Musk va en lancer dans un premier temps 12 000 et Starlink a même demandé les autorisations pour 42 000 satellites à terme. Donc on voit que c'est une vraie constellation qui va apparaître au-dessus de nous. Le problème, c'est que ces satellites laissent des sortes de traînées sur les observations du ciel par les astronomes. Et les astronomes commencent à se plaindre assez sérieusement de ce souci-là. Ça les empêche tout simplement d'observer les étoiles. C'est comme si on avait devant nous, je sais pas moi, un joli paysage, une autoroute qui nous masquait en fait tout ça. Parce qu'il y a tellement de satellites que... Et on voudrait écouter les oiseaux, mais on entend que le bruit des voitures. Et eux, c'est un peu ça. Ils veulent regarder les étoiles, mais ils ne voient que les satellites. Incroyable. Et c'est vrai que ces satellites sont disposés les uns à côté des autres et avancent vraiment en même temps. Et donc, ça laisse des sortes de traînées lumineuses. Alors, Starlink essaye de dire, alors on va les recouvrir de peinture non réfléchissante pour qu'on ne les voit plus. On va les rendre invisibles parce qu'on a la technologie. Mais en fait, les astronomes disent en fait, nos outils d'observation, ils sont tellement précis que quoi que vous fassiez, on les verra. Donc ça commence à poser un souci à ce niveau-là. On attend de voir comment ça peut être résolu pour ne pas empêcher ce genre de choses. C'est bien beau d'avoir Internet partout sur le globe, et si on peut plus regarder des étoiles, c'est un peu dommage. Si on croit qu'on découvre une nouvelle planète et qu'en fait c'est qu'un satellite qui a été mal regardé, c'est un peu embêtant. D'autant que ces satellites, Gonzague, je crois, ce ne sont pas des satellites géostationnaires, ils sont beaucoup plus bas. C'est une orbite assez basse, ils sont à 550 km environ de la Terre, ce qui est assez proche de nous. C'est des satellites qui pèsent pas très lourd, ça fait 270 kg par satellite. C'est pas vraiment un gros objet, mais comme explique Jean-Sébastien, il va en avoir tellement dans le ciel. En fait, on est face à une sorte de privatisation de l'espace. Oui. Alors, ça existe déjà, il y a déjà des satellites dans le ciel. C'est comme ça qu'on a la télé, l'Internet par satellite dans plein d'endroits. Mais là, 42 000, sachant que Elon Musk n'est pas le seul à vouloir porter ce projet, on se retrouve face à une situation qui va être un peu compliquée. Intéressant par contre, c'est qu'on pourra avoir un débit quand même assez élevé via ces satellites, beaucoup plus élevé que par les satellites existants qui eux sont beaucoup plus loin, et une latence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'information s'échange entre les appareils, bien plus faible puisqu'on peut parler aller-retour de 70 millisecondes. Pour vous donner une comparaison, un satellite normal, c'est 1 seconde la latence en général. Oui, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas passer d'appel avec un satellite géostationnaire parce qu'il y a tellement de décalage en fait. Effectivement. Alors que là, 70 millisecondes, on pourra passer des appels par exemple. 70 millisecondes, tu pourrais presque jouer.
Voilà. Et Oui. l'avantage aussi de cette constellation, c'est en fait, on se retrouverait avec un Internet haut débit partout dans le monde, hein. Exactement. Voilà, il y aurait plus de zone d'ombre. Ouais. Ça pourrait peut-être même venir concurrencer en fait les opérateurs télécoms traditionnels, hein, Bah, finalement. c'est un des Bien objectifs sûr. d'Elon Musk avec cette société SpaceLink. On rappelle donc lancée par des fusées de SpaceX, son autre société. Ouais. C'est de fournir de l'internet très haut débit partout. Ils ont fait un test avec l'US Air Force sur un avion, donc un objet en mouvement en plus. Ils ont eu 610 mégas de débit. Pas Donc mal. c'est un débit comparable à ce qu'on peut faire en fibre optique, Ouais. mais là sans aucun fil et dans les airs. Bon, le débit disponible aux clients finaux sera peut-être pas aussi élevé, mais ça reste très très impressionnant. Oui, et alors, tu le disais, Jean-Sébastien, et Gonzague l'a signalé aussi, il y a d'autres concurrents, Oui. d'autres projets concurrents, hein. Oui, tout à fait. Il y a Kuiper qui est fait par Jeff Bezos, hein, un autre Un autre grand milliardaire acteur, qui ne milliardaire sait pas trop du comment monde tech. dépenser son argent. Exactement. Et puis aussi OneWeb, qui lui est une initiative plutôt portée par SoftBank, l'opérateur japonais. Donc, quand on parle de 42 000 satellites, c'est seulement pour Starlink. Imaginez si tout le monde, si les trois arrivent à des parcs de satellites aussi énormes, ça va devenir un petit peu l'embouteillage Ouais, si vous dans le trouvez qu'il y ciel avait des très bientôt. embouteillages dans Paris, Oui. attendez d'aller dans l'espace. À noter qu'on a 2 projets américains, un projet asiatique. Il n'y a aucun projet Non. européen à notre connaissance, ce qui est quand même un peu dommage, hein, Non, ouais. rappelons-le, en ces périodes un peu géopolitiques Oui. tendues. On enchaîne avec Samsung. On a pu manipuler le Galaxy Z Flip, vous savez, ce téléphone pliable. Je ne sais pas si tu l'as eu en main, Gonzague. Pas encore. Nous, on a eu le privilège de pouvoir le toucher, de le manipuler la semaine dernière. Nicolas Lelouch de la rédaction de Zeronet commence véritablement à sortir les premiers tests. Qu'est-ce qu'on en pense de ce téléphone, Eh ben alors, Jean-Sébastien ? il est à peine disponible et en fait, il est déjà un petit peu malmené, hein, parce qu'on a vu certains blogueurs américains, notamment le célèbre Jerry Rig Everything, sa spécialité, c'est de prendre les téléphones et de les casser. En gros, voilà, il essaye de les malmener un petit peu. Alors lui, tout de suite, l'écran, en fait, dès qu'il a commencé ses tests, l'écran s'est rayé très facilement, s'est cassé très facilement, alors que Samsung disait que c'était un écran en verre qui allait pas se rayer. Alors effectivement, cet écran, c'est du verre, mais il est recouvert d'un peu de plastique, donc le plastique prend les marques. Mais c'est ça la polémique, hein. C'est-à-dire voilà. que le Galaxy Fold précédente génération, c'est un écran en plastique OLED. Oui, Là, Samsung a dit non, attention, le Galaxy Z Flip est recouvert d'une fine couche de verre. Mais Voilà, c'est de verre plus souple. compliqué que ça, c'est plus finalement. compliqué, c'est du verre qui est légèrement recouvert de plastique, ce qui donne en fait, ce qui rigidifie un petit peu l'ensemble. Et surtout, le grand avantage de cette solution, c'est d'avoir un toucher qui est vraiment proche Oui, de proche ce qui est d'un possible d'un écran d'un qui n'est pas smartphone souple. normal. Voilà. Après, effectivement, en matière de résistance, c'est moins résistant qu'un Gorilla Glass classique sur nos smartphones. Mais bon, rien de plus logique, hein. On a vu depuis le Galaxy Fold que les Américains, ils adorent malmener les téléphones pliants. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ces écrans-là, ils veulent absolument les casser. Donc voilà, si vous l'utilisez normalement, a priori, il n'y a pas de souci, surtout que quand il est rangé, il est plié, donc l'écran n'est pas vers l'extérieur. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, ça provoque un tel buzz aujourd'hui Oui. de casser un téléphone, surtout un téléphone qui est très attendu, parce que justement le précédent avait été cassé facilement, que tous les youtubeurs, enfin les vlogueurs comme on dit, s'en donnent à cœur joie, quoi. C'est un peu le... Et on est sur ce nouveau form factor. Ouais. On avait vu effectivement avec le premier Fold que ça avait été très très compliqué parce que le produit était sorti en mode ouais, c'est parti, c'est bon, on est prêt. Bon, finalement, on remballe tout, il n'y a rien qui va. Tout le monde a pété son téléphone. Redonnez-les Qui nous. coûtait en plus quand même super cher, hein, il ne faut pas oublier. Mais on est sur les balbutiements de ça. Apparemment, sur le Flip Z, il y a quand même aussi un problème avec les charnières qui prendraient beaucoup la poussière, etc. Bon, on peut se dire que Samsung et les autres marques vont largement améliorer le design de leurs produits avec un retour d'expérience et d'utilisateur réel. Ouais, C'est un peu comme l'antenna gate sur l'iPhone à l'époque. Un téléphone qui a été manipulé en secret par des ingénieurs, il n'a pas connu forcément toutes les situations de vie que les millions d'acheteurs potentiels vont pouvoir lui faire subir et dans lesquelles on pourra améliorer le téléphone. En plus, je crois qu'il y a déjà des ruptures de stock concernant le Z Flip. Oui, Il est de plus alors en après, plus difficile de on ne trouver. sait pas combien il y en avait en vente, hein, Voilà, mais c'est ça, effectivement, c'est ça. il y a quelques ruptures de stock. Mais du coup, nous, au labo aussi, on a quand même commencé certains tests, notamment donc, de Nicolas Lelouch, notre collègue. Et il a quand même trouvé qu'il y avait une certaine température assez haute, hein. Il a mesuré 43 degrés sur la partie haute du téléphone. Alors, c'est pas trop gênant parce que c'est pas là où on le tient, c'est vraiment la partie supérieure. Donc, il chauffe pas mal et l'autonomie est pas complètement dingue. Il est autour de 12 heures,
11h40 en autonomie polyvalente, on va dire. À titre de comparaison, l'iPhone 11 Pro Max, il fait 19h, ou le P30 Pro, il est autour de 17h30. Donc on voit on est vraiment en dessous. Alors qu'il n'a pas un processeur non plus ultra puissant, hein. C'est la gamme en dessous de ces modèles haut de gamme. Donc voilà, pour l'instant, on attend de voir. C'est pas forcément un téléphone qui est fait pour jouer, clairement. Mais bon, Samsung ne le met pas en avant comme ça, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques peut-être soucis de conception, comme le disait Gonzague. C'est des téléphones qui sont peut-être moins utilisés par des utilisateurs classiques. Donc il y a certains modes d'utilisation qui sont pas. Après, pas Samsung prévus. mise énormément en fait sur le design et comment dirais-je, l'aspect révolutionnaire de ce téléphone. Et d'après leurs études, ils estiment que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone vont vendre leur téléphone pour acheter un Z Flip. C'est étonnant. Alors, ils font des études assez poussées là-dessus. Oui, alors on verra et c'est intéressant. Bon, c'est pas forcément mon intention, par exemple, mais c'est un peu comme il effraie votre poisson. S'ils sortent un produit, je les vois mal sortir une étude qui dit que personne n'a l'intention de l'acheter. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais surtout, c'est vrai qu'ils ont passé des années entre Samsung, Apple et les différents constructeurs à se copier, à faire OK, bon, maintenant, on a un notch. Oh, maintenant, on a 4 caméras à l'arrière. Maintenant, j'en ai 16. Et là, on est sur un format totalement différent. C'est vrai que ça permet de se démarquer beaucoup plus que d'un téléphone où ils se ressemblent tous aujourd'hui. Franchement, c'est difficile de faire la différence entre un Huawei, un iPhone, un Samsung s'il n'y a pas le logo. Oui, et puis c'est un signe un peu, on va dire, distinctif d'avoir un Bien téléphone sûr. pliable comme ça. Tout de suite, on devient la star de la soirée. Bien sûr. Effectivement, donc bon, 1 500 €, hein, rappelons-le quand ça même. me rappelle les vieux, C'est sûr. les Nokia Communicator à l'époque. J'adorais. Tu avais des téléphones qui se dépliaient dans tous les sens. C'était incroyable d'avoir ça. Et en fait, c'était inutilisable. Mais c'était génial. James Bond avait ça dans ses Oui, films. c'est ça, c'est ça. exactement. On est Oui, un des peu gros les trucs, ça James Bond de pesait 2020. 1 kilo. Enfin, Ouais, c'était un truc de dingue. Enfin voilà pour le Z Flip. On aura sans doute les résultats des tests Oui, définitifs la semaine prochaine, je tout à fait. pense. On en reparlera. On va parler d'Apple maintenant. Tout à l'heure, on va revenir sur l'éventuelle keynote qui pourrait arriver dans quelques semaines. Mais est-ce que iOS ne serait pas devenu un gigantesque adware pour promouvoir les services d'Apple? Ouais, C'est la question qu'on se pose en ce moment à la Alors, rédaction de 01. c'est une question un petit peu provocatrice, mais ça a été émise par un développeur américain qui s'appelle Steve Strezza. Lui, en fait, il s'est rendu compte que globalement, avec l'activité de service d'Apple qui se développe de manière gigantesque, hein, Apple Music, Apple TV+, etc., quand on s'abonne pas et qu'on utilise iOS, eh bien, on a sans cesse des sollicitations pour s'abonner à ces services. C'est-à-dire qu'on va ouvrir l'application musique. Si on a mis seulement ses propres MP3 dedans et qu'on ne s'est pas abonné à Apple Music, on va avoir une notification qui fait hey, essayez pendant 3 mois Apple Music. Si on ouvre l'application TV, dans laquelle on peut mettre ces films qu'on a achetés par exemple sur iTunes, hein, il va y avoir des notifications hey, abonnez-vous à Apple TV+. Si on a un manque d'espace sur iCloud, prenez un abonnement iCloud avec 200 gigas plutôt que 5. Donc c'est assez marrant de voir qu'effectivement il a fait des captures d'écran dans toutes ces applications. Ça peut être aussi Apple Pay, hein, rentrez votre carte bleue pour utiliser Apple Pay. Et finalement, pour lui, alors c'est un peu provoquant, mais iOS est devenu un gigantesque logiciel publicitaire pour les services d'Apple. Effectivement, même Apple peut se permettre certaines initiatives qui ne sont pas permises à d'autres développeurs. Par exemple, Apple Music, quand on l'ouvre, ne demande pas si on veut recevoir des notifications. Et quand on a le téléphone verrouillé, il peut y avoir des notifications qui apparaissent sur l'écran en disant abonnez-vous sur Apple Music, alors que absolument aucun développeur ne peut faire ça dans ses propres applications. Effectivement, Apple vise 600 millions d'abonnés cette année. Ils ont fait 12 milliards de chiffre d'affaires au dernier trimestre dans les services. Donc clairement, pour eux, c'est un enjeu. Donc ça pousse un peu, ils essaient de pousser un peu la consommation. En fait. Mais est-ce que Android ne fait pas la même chose? Google ne fait pas la même chose avec Android? Google, pas qu'avec Android, Google fait la même chose systématiquement. Si tu ouvres l'appli YouTube, ça te propose tout le temps de t'abonner. YouTube Premium, Music, là, c'est tu terrible. peux dire non tous les jours. Ouais. Tous les jours, ça va te le refaire. Alors, ça fait pas que c'est mieux ce que fait Apple. C'est vrai que c'est un peu compliqué à défendre. Hein. Apple, ils ont déjà ajouté des morceaux de musique à distance. Oui, l'album de YouTube qu'ils ont offert à tout le monde sans que personne ne demande rien. C'est sympa, un cadeau. Mais moi, un cadeau, je préfère qu'on me prévienne qu'on me le fait plutôt que de le retrouver chez moi. Parce que finalement, l'intérieur de votre smartphone, c'est un peu l'extension de chez vous. Et ils font la même chose avec l'application pour l'Apple Watch, que si tu n'as pas d'Apple Watch, elle est quand même installée, alors tu peux l'enlever, etc. Mais parfois, ils ont ce côté un petit peu intrusif.
Alors, c'est très malin niveau business. Et en même temps, pour un utilisateur qui ne connaît pas le service, c'est peut-être aussi une façon de le découvrir. Mais j'avoue qu'une fois que tu as dit non, on devrait peut-être ne plus t'embêter. Voilà, retenir la réponse, quoi. C'est clair. Apple, justement, avec Encore. 2 news. Alors, une qui est un peu moins souriante, même si avoir des adwares, c'est pas forcément souriant, Oui. mais vous le savez, le coronavirus a un impact mondial sur la fabrication d'énormément de choses, et notamment tous les produits high-tech. Et Apple a déjà prévu un impact sur ses résultats financiers prochainement. Oui, jusqu'à présent, c'était vraiment des prévisions d'analystes en disant attention, peut-être qu'il va y avoir des conséquences effectivement sur ces bases de production. Mais cette semaine, c'est Apple qui l'a vraiment confirmé par un communiqué qui était adressé directement aux investisseurs et qui explique en fait que le revenu, son chiffre d'affaires du prochain trimestre sera inférieur aux 62 à 65 milliards de dollars de prévus. Déjà, la fourchette était immense. Jamais Apple n'avait donné une fourchette aussi large de 5 milliards d'écart parce que déjà, en fin d'année dernière, ils étaient incertains sur les conséquences. Mais donc, il y a 2 explications à ces prévisions. C'est d'abord la production de l'iPhone qui est au ralenti, puisque certaines usines tournent clairement au ralenti, et également la fermeture de nombreux magasins en Chine. Donc, on peut moins écouler ces iPhones. Non seulement ils risquent d'être pas produits, mais en plus, ceux qui sont produits se vendent moins bien. Donc, désormais, c'est un petit peu tout le monde de l'informatique qui commence à craindre vraiment des pénuries, que ce soit dans le monde des smartphones Android, dans le monde des ordinateurs. Voilà, tout est fabriqué en Chine. Donc on voit que ça commence à avoir ses premières conséquences vraiment concrètes sur le marché, effectivement. Gonzague. Oui, nous, on le sent dans mon travail où on vend notamment des ordinateurs et du matériel informatique à nos clients et où on commence à avoir des délais plus en stock, en fabrication, machin, qui s'allongent. Alors Apple, ils ont annoncé qu'ils allaient délocaliser une partie de production à Taïwan. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà des chaînes de production là-bas, mais renforcer la production à Taïwan, mais les iPhones ne sont pas faits là-bas. Ouais, et puis on ne fait pas ça d'un en claquement de doigts. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, toute la supply chain, déménager des Bien usines où on fabrique des centaines de milliers d'appareils tous les jours, c'est un truc de dingue. Il faut des mois et des mois. Incroyable, oui, bien sûr. En fait, l'autre problème, c'est que au-delà de la capacité à produire un produit ailleurs, par exemple les voitures, c'est produit partout autour du monde, mais il y a des composants des voitures qui sont faits en Chine. Donc si tu n'as pas ce composant, tu as beau assembler toute la voiture, s'il n'y a pas l'écran et la carte mère, t'es un peu embêté quand même. Rouler. Ton téléphone, il va beaucoup moins bien marcher. Et voilà, c'est ça. Malgré tout cela, il semblerait, alors c'est pas officiel, mais Apple devrait annoncer un nouvel iPhone d'ici fin mars. Oui, la keynote en fait se précise manifestement pour cet iPhone 9 ou iPhone SE2, on n'a toujours pas le nom, qui serait donc l'iPhone low cost entre guillemets d'Apple, qui serait autour des $400, on annonce. Et la keynote serait prévue le 31 mars avec une commercialisation a priori le 3 avril. Donc on voit que manifestement Apple tient globalement les délais qu'on espérait. Maintenant, voilà, à voir combien seront disponibles. Est-ce que tout le stock sera sur le marché à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y aura pas des ruptures lors de son lancement, effectivement ? Ouais. Gonzague, cet iPhone low cost que tout le monde attend, enfin en tout cas... Oui. C'est assez marrant, c'est vrai que nous qui sommes un peu dans notre bulle, on s'imagine que tout le monde a un iPhone 11 Pro, toute option, et en fait non, déjà parce que ça coûte très cher, et que le SE, ça a été un succès retentissant en termes de produits Apple, c'est le produit qu'achète ma mère qui s'en fiche d'avoir 3 appareils photo, qui veut l'ergonomie iOS. Qui aime bien iOS et qui a peut-être d'autres produits, ou qui est tout simplement est habitué. C'est vrai que c'est facile. Après, il y a l'occasion aussi qui permet aussi. Le marché de l'occasion est très intéressant. Et le reconditionner. À la fois pour le vendeur et pour l'acheteur, parce que les produits perdent pas trop de valeur et que quand tu achètes quelque chose qui a été bien entretenu par son propriétaire, a priori, tu auras un produit qui marche et qui peut bénéficier d'un service client qui est correct. Mais le SE, très demandé comme produit. Donc, je suis curieux de voir s'ils vont être capables de les livrer dans les quantités. Tous les gens qui n'auraient pas acheté d'iPhone 11 en se disant et qui, là, financièrement, seront un peu séduits. Et d'ailleurs, ils risquent de faire mal au marché de l'occasion, parce qu'on va avoir un iPhone 9 à moins de 500 € avec les dernières puces, parce que je vous rappelle que c'est la puce A13 qui sera intégrée dedans. Ça peut être un modèle très, très sympa à utiliser. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui
pour 500 € en smartphone d'occasion, est-ce qu'on peut pas avoir, par exemple, un modèle plus performant que ce SE qui sortira, enfin cet iPhone 9, qui sortira dans quelques jours? Mais c'est sûr la qu'il question aura un aussi qu'on écran peut se LCD, ça sera pas non plus Voilà. toutes les dernières Est-ce technologies. qu'on peut pas avoir un iPhone 10, par exemple, pour 500 € qui aura un écran OLED, Voilà. qui aura le Face ID, Oui. alors c'est un téléphone qui aura peut-être 2 ans en Ouais, termes tout de à fait. conception, Ouais. qui sera plus abouti que le vieux design Comme le disait de Gonzague, l'iPhone, c'est quoi. vraiment voilà, pour les personnes qui sont moins sensibles à ce genre d'arguments technologiques et qui veulent juste avoir un iOS sympa qui fonctionne bien et être tranquille au niveau SAV en se disant j'ai un iPhone 9 que j'ai acheté chez Apple, je crains rien, quoi. Voilà, évidemment, on vous tiendra au courant de toutes ces annonces. Ça sera à suivre sur 01net.com et sur 01 TV. On évoque maintenant le scandale de ce vendeur de billets de concert en ligne, Viagogo. Oui. Alors, tous les journaux, tous les grands JT des chaînes françaises en ont parlé, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une arnaque. Hein. Oui, si vous aimez en général les concerts ou les matchs de foot, vous connaissez sûrement Viagogo. Si vous avez cherché à acheter des places, on va dire en Toi second, qui es fan de concert, je pense que tu dois être un bon client. Alors non, justement, j'ai toujours refusé, mais effectivement, il y a des places de concert qui se revendent parfois plus de 300 € alors qu'elles en coûtent 40 à la base. C'est quoi le concept de Viagogo dès le départ? Viagogo, c'est donner la possibilité aux particuliers de revendre leurs billets de spectacle ou d'événements sportifs. Ouais, tu peux pas y aller, tu as un empêchement, etc. D'accord, tu revends ta plateforme. C'est une plateforme de mise en relation où le billet n'est pas censé pouvoir servir deux fois, parce que c'est aussi le gros problème sur une manifestation culturelle, c'est des codes barres ou des QR codes. Si quelqu'un le photocopie et que toi tu rentres après la personne qui avait l'original, tu auras payé 200 balles, un billet qui ne marche pas. Et donc, Viagogo est censé fiabiliser un peu ça, sauf qu'au passage, se font beaucoup d'argent. Et du coup, l'UFC, cette semaine, a porté plainte contre Viagogo pour pratique commerciale déloyale, trompeuse, agressive et revente de billets sans autorisation. Parce qu'effectivement, les organisateurs ne veulent pas que ces billets soient revendus de la sorte. En fait, l'association de consommateurs, elle a reçu 500 témoignages de consommateurs, justement, qui relatent les arnaques, toutes les mauvaises pratiques qui peuvent y avoir sur la plateforme. Mais l'arnaque, la principale, c'est quoi? Alors, en fait, il y a déjà quelque chose qui est assez énervant quand on va sur ce site, c'est le côté avertissement et qui presse l'acheteur à prendre son billet. C'est-à-dire, attention, plus que 3 places disponibles, 500 personnes ont déjà consulté cette annonce, plus que seulement 2% des places entièrement disponibles pour la salle sont disponibles. Ça, c'est le syndrome booking.com. Exactement, c'est ça. C'est terrible. Hein, donc quand vous achetez une chambre d'hôtel sur ce site, mais vous vous dites... on dirait que tout le monde veut la même chambre que nous. C'est hyper anxiogène en plus. Et c'est faux. Bien sûr, c'est faux. Bien sûr. Et c'est ce que font aussi les gens qui font du dropshipping. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est les gens qui achètent sur AliExpress un produit et l'envoient chez vous sans avoir à s'occuper de l'expédition. Ils font tous les sites qui sont identiques avec marqué 40% de remise, machin. Il y a des codes promo en permanence, puisqu'en fait, tu payes jamais le vrai prix. Et il y a toujours marqué, attention, il n'y en a plus beaucoup en stock. Cette offre se finit dans 32 heures. C'est ça. Et en fait, même c'est chose faux. sur Viagogo. Évidemment, c'est faux. Et du coup, les gens se retrouvent à se presser pour acheter la place sans forcément regarder le prix, sans forcément voir qu'il y a des frais supplémentaires qui ont été facturés une fois l'achat effectué. Et puis, parfois, il y a des places qui sont complètement bidons, hein, comme le disait Gonzague. Ça peut être des places qui sont, maintenant qu'on est sur des PDF, etc., il suffit d'envoyer un PDF, d'arriver plutôt au concert et on peut plus rentrer. Donc, et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Viagogo a été mise en cause. La FIFA en 2018 avait déjà porté plainte contre Viagogo pour commerce illicite des places pour le mondial. Mais alors, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit contre cette entreprise parce qu'elle est déjà basée en Suisse et en plus, elle est enregistrée dans le Delaware, qui est un État américain qui a une fiscalité ultra avantageuse. Certains disent que c'est clairement un paradis fiscal et très protectrice pour les entreprises. Donc, pour l'instant, Viagogo continue, de vendre ces places-là. Donc, méfiez-vous vraiment si vous voulez acheter des places sur ce site. On vous le déconseille parce que c'est souvent des arnaques et les vendeurs en profitent beaucoup. Oui, il y a des vendeurs de places, d'événements comme ça qui disent nous, on autorise uniquement telle ou telle plateforme pour la revente de billets parce qu'ils travaillent correctement. Et un des soucis que tu évoquais, Jean-Sébastien, c'est sur les frais que prenait Viagogo, et ce qui leur est reproché, c'est que les frais n'étaient pas affichés et on le découvrait seulement après avoir été débité. C'est quand même complètement lunaire de ne pas savoir d'avance combien tu vas payer de frais pour un service qui ne coûte quasiment rien à Viagogo. Donc, il y a un clair abus sur ce. Voilà. C'est l'arnaque, on peut dire. Oui, l'arnaque, il n'y a aucun problème. On va terminer par Apple, on y revient, qui améliore plan.
Oui, info très pratique. Seulement les Parisiens, là, jusqu'à présent, pouvaient utiliser l'application, enfin la fonctionnalité des transports, d'itinéraires de transport en commun dans l'application Plan. Et désormais, elle est déployée dans beaucoup de villes en France depuis cette semaine. Alors, je ne veux pas faire toute la liste, hein, mais on parle de Lyon, de Nice, du Mans, de Quimper, de Metz et encore plein d'autres. C'est plusieurs dizaines de villes qui ont été ajoutées. Donc, c'est hyper pratique quand vous voulez vous déplacer en ville. Vous avez à la fois les bus, les métros, avec les horaires de passage, donc ça c'est très sympa. On sait quand le train va, enfin le bus ou le tramway va passer. Va arriver. Donc si au lieu d'attendre à l'arrêt dans le froid, vous pouvez rester dans le café d'à côté et puis aller directement à l'arrêt de bus. Le bus est géolocalisé, l'information remonte dans l'appli Plan, ce que fait Google Maps d'ailleurs. Oui, aussi, tout à fait, tout à fait. Mais vous avez aussi les TER et les TGV, donc c'est hyper complet et ça vient clairement concurrencer, comme tu le dis, Google Maps. Citymapper aussi, qui est disponible dans beaucoup moins de villes en France. Et puis aussi, il y a l'assistant SNCF qui est moins connu, mais qui aussi propose ce genre de service dans toutes les villes françaises. Donc voilà, on voit qu'il y a une pléthore d'offres qui est sympathique et c'est souvent hyper pratique quand on veut se déplacer au lieu d'utiliser les horaires, les fiches horaires ou les choses comme ça. Il n'y a pas toutes les villes qui ont des applications dédiées. Et puis les horaires en temps réel, ça change tout, hein, parce que vous savez si votre tram a du retard, etc. C'est assez fiable. Alors moi, j'ai du mal avec Plan, c'est bizarre. Je suis plutôt Google Maps. Alors même si je sais que évidemment on est fliqué, surveillé, etc. Mais c'est vrai que la qualité en fait du produit Google Maps, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est multiplateforme, c'est-à-dire tu as le web, tu as ton mobile, tu as l'iPad, tu as machin. Alors Plan, tu as l'application. Il n'y a pas de version web à ma connaissance. Je crois pas, non. Ouais. Donc il faut vraiment être sur un appareil Apple pour pouvoir s'en servir. Et c'est vrai que Maps, ton truc est synchronisé. Génial. Enfin, c'est génial, ça fait un peu peur. C'est bien et pas bien, mais voilà, c'est vrai que c'est très bien fait. Et moi, j'adore Citymapper. Citymapper, c'est génial. Citymapper, c'est une excellente appli. Tiens, franchement, alors il faut, comme tu le disais, c'est pas disponible dans beaucoup de villes. En France, c'est seulement Paris et Lyon, si je ne me trompe pas. Par contre, c'est disponible dans beaucoup de pays. Oui. Pas mal de villes européennes bénéficient de Citymapper, mais c'est un truc génial. Vous tapez, ça vous détecte où vous êtes, vous tapez où vous allez, et là, ça vous sort en fait tous les moyens, hyper fiables. Oui, c'est transport en commun, trottinette, taxi, Uber, tout. Et ça te dit, quand tu prends le métro, à quel endroit dans le métro il faut monter. Alors, il y avait une appli avant qui faisait que ça. C'était marrant. Tu disais, je veux aller là, ça te disait monte à l'arrière, monte à l'avant. Et là, il te fait l'optimisation. C'est l'intégration extraordinaire. Citymapper, si vous ne connaissez pas, utilisez comme Jean-Sébastien et Gonzague. Merci à tous les deux. De rien. Jean-Sébastien Zanqui de 01net, Gonzague d'Ambricourt. De quoi je me mêle revient tout de suite. Je reçois David Grasso. Toi, qui es un fan d'audio, tu connais bien ce monsieur. C'est sympa, Voilà, c'est le fondateur de Divacor. Voilà, pépite de l'audio française qui fait des produits à l'excellent rapport qualité-prix. Où va Divacor? Quels sont les nouveaux produits? Et surtout, à quoi ressemblera peut-être notre casque audio de demain? On va poser les questions à David Grasso dans De quoi je me mêle. Dans un instant, restez là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.